Bon, on en parle depuis des mois et il est enfin là. Le retour de la licence phare de Marvel, Captain America. Bon, Steve Rogers n'est plus là, ni d'ailleurs le Shield ou encore les Avengers, et la hype est tout simplement redescendue. Mais le film prend le pari de relancer des intrigues d'énormément de films, comme l'incroyable Hulk sorti il y a 18 ans, ou encore Black Widow, Black Panther, les Éternels, les Avengers, et évidemment la trilogie Captain America. Le tout dans une saga du multivers qui peine à lancer son dernier acte. Il est alors temps de se pencher en profondeur sur ce que nous a proposé Sam Wilson dans son tout premier film solo en tant que Captain America, et bien évidemment de vous expliquer la scène post-crédit qui nous mène enfin à la fin du multivers. Dans cette analyse, nous allons évidemment parler du film, mais aussi de nombreux autres projets Marvel. Nous entrons donc dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Becart, théoricien préféré de ton colérique préféré, générique. Mais avant de nous lancer, si je te disais qu'il était possible de regarder des films récemment sortis au cinéma et le sport payant en France de manière totalement légale. Un grand merci à NordVPN qui est le sponsor de cette vidéo. Bon, on ne présente plus NordVPN qui est clairement le meilleur VPN du game depuis des années. Et je vais pas non plus m'attarder sur les nombreux avantages de vous protéger avec un VPN concernant vos données personnelles et contre les méchants hackers. Par contre, ce que les gens savent moins, c'est qu'un VPN te permet d'accéder à du contenu soit indisponible en France, soit beaucoup trop cher, et ce de manière complètement légale. Par exemple, si tu te connectes aux US, au Canada ou même en Belgique, tu peux déjà voir sur Disney+, Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 et très bientôt Vaiana 2. Pareil pour Max, ou avec ta ou ton chéri, tu peux déjà voir l'amour au présent avec Spidey et Yelena, ou Joker 2 si tu en as le courage. Mais ce n'est pas tout. Si ton truc c'est le foot, mais que t'es dans la team Charo, tu peux voir certains matchs de Ligue 1 gratuitement en connectant ton VPN au Mexique à la chaîne Caliente TV. Et est-ce que tu savais que la Ligue des Champions et la F1 étaient gratuites en Belgique? Et en français en plus. Bon, et il y a ce dernier tips que je devrais pas te dire, mais bon, je t'aime bien. Si tu connectes ton VPN en Albanie, tu n'auras plus une seule pub YouTube. Bref, ne pas avoir un VPN, aujourd'hui c'est impensable. Du coup, NordVPN est sympa et t'offre 4 mois supplémentaires pour tout abonnement de 2 ans. Ce qui te fait un abonnement à 3 € par mois. Satisfait ou remboursé sous 30 jours avec une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Offre uniquement disponible via le lien en description et en premier commentaire. Allez, on se lance dans la vidéo. Brave New World, le retour de l'Amérique. Brave New World a une lourde tâche. Faire aussi bien que ses prédécesseurs, ou au moins conserver l'ambiance politique et secrète instaurée depuis Captain America, The Winter Soldier. Mais le Captain America de Sam Wilson ne cherche pas à copier Steve Rogers. You're not Steve Rogers. You're right, I'm not. Il veut imposer son propre style. Comme il le dit lui-même à Nick Fury, il n'est pas un espion, mais un soldat. Et ça, le film va le marteler. D'ailleurs, son nouveau sidekick, Joaquin Torres, qui lui vole parfois la vedette, n'est pas non plus une Black Widow experte en infiltration. Bon, un geek in the chair avec des ailes, certes capable de pirater n'importe quoi et de mettre des high kicks, mais pas un espion. Et puis il faut bien le préciser, puisqu'on l'entend 76 fois dans le film, Sam n'a pas pris de super sérum, et il n'est pas Steve Rogers. Son film ne sera donc pas celui du super soldat des années 40. Maintenant qu'on a bien intégré ça, on peut entrer dans l'analyse. Comme je vous le disais en intro, le film s'inscrit dans la continuité de plusieurs projets, notamment la saga Captain America, l'incroyable Hulk et la série Falcon and the Winter Soldier. Après des années de rupture de cohérence dans le MCU, Marvel semble enfin vouloir reconnecter les intrigues. Par contre, un élément m'a fait tiquer. C'est la toute première fois depuis toujours je crois, que le titre Marvel Studios d'un film Marvel au cinéma n'est pas l'intro iconique de Marvel. Et j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi. Bref, le premier quart d'heure sert surtout à resituer l'état du monde et où on en est dans toutes ces intrigues. Ross nous rappelle les événements de Endgame et évoque enfin le Céleste émergé au beau milieu de l'océan Indien. Oui, celui que tout le monde semblait avoir ignoré. On apprend que plusieurs pays se disputent ses ressources depuis des années, notamment les États-Unis, le Japon, l'Inde et la France. Mais alors, pourquoi ces pays? La réponse est simple, éviter les polémiques. Marvel n'a pas vraiment eu de chance ces dernières années, avec des scénarios prémonitoires, mais dans le mauvais sens du terme. Falcon and the Winter Soldier devait parler d'un groupe terroriste diffusant une épidémie mondiale. Puis le Covid est arrivé. Secret Invasion imaginait que la Russie attaquait l'Ukraine pour déclencher une guerre mondiale. Oups. Donc, dans ce film, pas de Russie, pas de Chine, juste des pays neutres en termes de tension internationale.
Mais ça n'a pas suffi encore une fois. Parce que voilà, le film met en scène un président subissant une tentative d'assassinat par balle. Mauvais timing encore une fois. Et que dire de Sabra, la super mutante espionne israélienne, finalement transformée en simple Black Widow pour éviter toute polémique. Décidément, Marvel est vraiment maudit dès qu'il parle de politique. Mais alors, pourquoi la France ? Bon, déjà parce qu'il y a pas mal d'îles françaises dans le coin, mais ce n'est pas la seule raison. Puisque ce n'est pas la première fois que dans le MCU, la France est pointée du doigt dans des histoires de recherche de ressources. Wakanda l'avait déjà montré en accusant le pays de tentatives de pillage en Afrique pour récupérer du vibranium. Oui, notre réputation à l'international ne se résume pas qu'aux croissants et aux parfums. Apparemment. Fait intéressant, également, Ross ne mentionne pas une seule fois les événements de Secret Invasion. Et même si c'est très bizarre, c'est aussi logique. La série a été un échec total, considérée comme l'une des pires productions Marvel. Et il se pourrait que le studio cherche à l'effacer du canon, tout comme certains autres projets. Car c'est ce qu'a confirmé le producteur de Daredevil Born Again en expliquant que les actions de Matt Murdock dans She-Hulk ne seront jamais évoquées. Et petit rappel, dans Secret Invasion, on apprend que les Skrulls, une race alien change-forme, ont infiltré la Terre depuis des décennies en dirigeant le monde en secret. Et après une tentative d'assassinat sur Ritson, le président fraîchement élu en 2025, ils déclarent tout simplement la guerre à tous les aliens vivant sur Terre et dans l'univers, provoquant un chaos généralisé où tout le monde s'entretue par paranoïa. Problème, à ce moment-là, les Asgardiens vivent sur Terre, et donc les États-Unis sont en guerre contre Thor. Rien que ça. Et pas un seul Avengers ne bouge de toute la série. Seul Nick Fury gère tout comme si personne d'autre n'existait. Résultat, Marvel semble préférer enterrer cette série plutôt que de tenter de la justifier. On enchaîne avec la première mission de Captain, qui sert avant tout à établir, pour ceux qui n'ont pas vu Falcon and the Winter Soldier, que Sam est désormais Captain America. Il possède une technologie du Wakanda, qui s'avère très utile, et il a maintenant son propre Falcon. Cette scène introduit également la Serpent Society et son leader, interprété par Giancarlo Esposito. Mais avant que vous ne vous emballiez, autant être clair. Dans ce film, ils auraient aussi bien pu s'appeler la Tacos Society ou n'importe quoi d'autre, ça n'aurait rien changé. Dans les comics, la Serpent Society est composée de super vilains au pouvoir inspiré des serpents les plus mortels. On y retrouve notamment Viper, Cobra, Black Mamba, Anaconda. Bref, vous avez compris le concept. Ici, il ne s'agit que d'un seul mercenaire mexicain et de quelques sbires qui servent d'exécutants au plan de Samuel Stern. Pas de pouvoir, pas de serpent, juste Giancarlo qui joue Giancarlo. D'ailleurs, lors de sa deuxième attaque contre Sam, il y va même en solo, sans ses hommes. Ces deux scènes ont en réalité pour but de montrer que Sam est désormais un soldat d'élite, aussi bon dans les airs qu'en combat rapproché. Mais soyons honnêtes, la comparaison avec Steve Rogers en super soldat est compliquée. Ses coups semblent tout simplement moins puissants que ceux d'une Natasha Romanoff, et les chorégraphies de combat dans l'église, sans ses ailes, ne le mettent pas forcément en valeur. Personnellement, j'ai trouvé cette première scène peu convaincante pour asseoir Sam comme un Captain America qui en impose vraiment. C'est également à ce moment-là que l'on apprend que leur mission est de récupérer l'adamantium raffiné volé au Japon. L'adamantium et l'île Céleste qui sont au cœur des enjeux politiques du film. Pourtant, à part une courte introduction au début, ces éléments servent uniquement de décor au reste de l'intrigue. Et c'est particulièrement vrai pour Tiamut, qui reste concrètement juste un arrière-plan lors de la bataille navale, mais n'est jamais vraiment approché de près. Et perso, j'aurais vraiment aimé qu'on en voit un peu plus. Finalement, Tiamut vient justifier les conséquences des Éternels sans vraiment aller beaucoup plus loin, et introduire l'existence de l'adamantium sans vraiment l'exploiter. Il est simplement présenté comme une nouvelle découverte qui aura sûrement des répercussions plus tard. Petit rappel, l'adamantium est le matériau le plus solide jamais créé, et c'est celui qui recouvre le squelette et les griffes de Wolverine. Une introduction discrète, mais qui ouvre clairement la porte aux X-Men dans le futur du MCU. Une longue introduction du film qui se termine par la présentation d'Isaiah Bradley. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur ce qu'il fallait savoir avant le film, mais pour rappel, dans Falcon and the Winter Soldier, il était présenté comme un homme vieux et affaibli. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils en ont fait ici, notamment la scène d'entraînement avec Sam et Falcon, où on sent toute la puissance et le caractère du bonhomme. Il est ensuite utilisé comme gâchette émotionnelle pour Sam lors de la tentative d'assassinat de Ross. Et même après cet événement, une scène met bien en avant la différence entre un super soldat, même très vieux, et Sam. Isaiah défonce des vitres, saute de plusieurs étages, tandis que Sam descend en galère toutes les marches une à une. Oui, on a compris, Sam n'est qu'un simple humain et il est temps d'en parler.
Sam Wilson, un capitaine ordinaire. La série Falcon and the Winter Soldier avait permis de réhabiliter Sam et Bucky, les poussant chacun à accepter leur destinée. D'un côté, Bucky devait apprendre à se pardonner pour son passé d'assassin programmé et embrasser son rôle de héros, non seulement sur le terrain, mais aussi là où ça compte, en politique. Oui, Bucky, comme Ross et Rhodes, s'engage lui aussi en politique. Et c'est une des vraies bonnes surprises du film. Son apparition n'avait pas fuité et tisse directement son rôle dans Thunderbolt. Mais il est aussi là pour marteler encore et encore l'un des défauts du film. Parce que Sam passe une bonne partie du film à douter de lui. Il répète qu'il n'est pas à la hauteur, et Bucky, comme plusieurs autres personnages, ne font que lui rappeler constamment que si. Bucky lui lâche même « T'es pas aussi fort, mais Steve t'a choisi pour ça ». Parce que oui, comme le dit Ross, Sam n'est pas Steve Rogers. Mais alors, qu'est-ce qu'il est? La série avait déjà longuement insisté sur la représentation d'un Captain America noir, et heureusement, le film n'en remet pas une couche. En revanche, il interroge sans arrêt sur la question du sérum de super soldat. Pourquoi Sam ne l'a-t-il pas pris? La série expliquait clairement que le sérum amplifie ce que les gens sont déjà, et peut parfois les rendre fous au lieu de les améliorer. Sam, lui, dans le doute, a préféré rester lui-même. Mais au lieu de nous montrer ce que Sam peut apporter de différent dans ce rôle, le film ne fait que de nous rappeler qu'il est une version inférieure de Steve, ou une version améliorée de son propre Falcon. Améliorée car oui, il a un meilleur équipement, de meilleures ressources, un meilleur entraînement, mais comparé à Steve, c'est toujours un peu faiblard. Steve pouvait foncer seul dans les lignes ennemies et soulever une armée avec un seul discours. Et là-dessus, Joaquin Torres a une phrase qui en dit long. Quand j'étais petit, j'étais fan de Sam, l'homme, pas du symbole. Parce que oui, Sam est un soldat incroyable, extrêmement bien entraîné, mais il reste un homme qui galère dans chaque mission. Et c'est là où le film échoue à le rendre crédible. Que ce soit Anthony Mackie ou son personnage, aucun des deux n'arrive selon moi vraiment à remplir le costume de Captain America tel qu'il est présenté dans les comics. Car dans les comics, Sam reprend bien le flambeau de Steve. Mais il ne cherche pas à devenir un deuxième Steve Rogers. Il n'est pas le leader emblématique des Avengers qui affronte les plus grandes menaces cosmiques. Sam est avant tout ce qu'il a toujours été, un travailleur social d'Harlem. Son rôle en tant que Captain America est d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Il répond évidemment présent pour combattre, mais il n'essaye jamais de remplacer Steve. À tel point que dans les comics, il finit par rendre le bouclier, réalisant que le costume est plus un poids qu'autre chose pour accomplir la mission qui est importante pour lui. Et c'est exactement le problème de ce Captain America du MCU. Il ne sait pas où se positionner. D'un côté, il n'est pas un super soldat, mais il règle tous les problèmes par la force. D'un autre, il n'est pas un super soldat, mais on lui confie quand même le rôle de leader des Avengers. Et soyons honnêtes, il risque d'être le moins puissant de l'équipe. Ce film aurait été une opportunité en or pour montrer que Sam est devenu un expert tactique, qu'il vainc ses ennemis par la ruse et la stratégie. Mais non, le film préfère nous montrer qu'il lance bien son bouclier et qu'il surfe sur des torpilles. Alors oui, visuellement c'est très cool, mais ça répond toujours pas à la question. Quel sera son impact dans les prochains films Avengers? Parce que pendant tout le film, Sam a clairement un train de retard. Il ne fait que subir et réagir. Même quand Joaquin tente de lui expliquer quelque chose d'ultra basique, il sort « Je dois vraiment aller chercher un dictionnaire en anglais ?» Bref, ils ont essayé de mettre Sam en avant, mais au final, ils n'ont pas réussi à le sortir de la catégorie Black Widow Hawkeye. Et pour moi, c'est clairement pas le premier des trois. Jusqu'à même faire 2 ou 3 fois la référence à Ant-Man, qui avait réussi à le battre à ses débuts des Avengers, et qui aujourd'hui est une bien plus grande star. Mais bon, il a du matos très cool. On le voit bien, il possède désormais son propre camp de base et plusieurs costumes fabriqués au Wakanda. D'ailleurs, c'est Anthony Mackie lui-même qui a demandé à ne plus avoir la cagoule blanche, qui pourtant était 100% fidèle aux comics. Un peu comme le costume d'Avengers de Steve dans le premier film, elle était beaucoup trop inconfortable. Mais soyons honnêtes, sans cet équipement wakandais, Sam ne survivrait pas plus de 4 secondes. Et c'est ok. D'ailleurs, il n'y a pas que le vibranium qui le sauve. Un détail intéressant relie un peu plus la série Daredevil de Netflix au MCU. À un moment, il explique à Giancarlo Esposito que s'il a survécu un coup de hache dans le ventre, c'est parce qu'il portait des vêtements en Kevlar souple. Un élément qui avait été introduit dans la série Daredevil avec le Caïd, qui faisait fabriquer tous ses costumes en Kevlar. C'est d'ailleurs de là que Matt Murdock s'est inspiré pour son propre costume. Mais trêve de critique, parlons d'une vraie bonne surprise. Joaquin Torres. On l'avait découvert dans Falcon and the Winter Soldier. Mais ici, il apporte une vraie fraîcheur au film. Ce n'est pas juste un comics relief, c'est un véritable sidekick pour Captain America, et il est quasiment indispensable à l'équipe. Mais contrairement à Sam, il ne porte pas de vibranium.
Et ça va lui coûter cher. Malheureusement, son élimination manque cruellement d'impact émotionnel. Ce n'est même pas un méchant qui le blesse, qui pourrait permettre à Sam de se sublimer, c'est juste lui qui fait une erreur stupide en ne suivant pas le leadership de Cap. Et au final, cette scène ne sert qu'à amener à une discussion entre Sam et Bucky sans vraiment peser sur l'histoire. Et c'est encore un petit gâchis. Mais comme toujours, pour avoir une bonne histoire, il faut un bon méchant. Mais avant d'en arriver là, je fais un tout petit break pour vous inviter à vous abonner, car vous êtes encore 80% à regarder mes vidéos sans être abonné, bande de petits filous. Mais aussi à liker et à commenter le nom de votre fromage préféré. Oui, ça aide pour le référencement. C'est encore aujourd'hui le meilleur moyen de soutenir mon travail. Alors je vous laisse quelques secondes, le temps que vous le fassiez. C'est bon? Allez, let's go. Le grand méchant de Captain, le système. Dans Captain America First Avengers, l'opposition était simple. Crâne Rouge voulait dominer le monde, et Captain voulait l'en empêcher. Un schéma classique, efficace, mais assez basique. Depuis, les films impliquant Captain America ont évolué. Il n'est plus simplement un soldat combattant un vilain caricatural, mais un protecteur des libertés. Un homme qui lutte contre les institutions corrompues et les abus du pouvoir avec une inflexibilité légendaire. Chaque film nous met alors dans la peau d'un enquêteur, cherchant à démasquer les complots et ceux qui en tirent les ficelles en coulisses. Et honnêtement, l'opposition Robert Redford versus Samuel L. Jackson dans The Winter Soldier est légendaire. Deux hommes qui se battent pour la même cause, mais avec des méthodes radicalement différentes. Et c'est là que réside l'un des thèmes majeurs de cette saga. Jusqu'où peut-on aller au nom d'un supposé bien? Qui décide de cette limite? Et surtout, qui sont vraiment les gentils et les méchants? Même T'Challa finit par le comprendre dans Civil War, lorsqu'il refuse de tuer Zemo. Oui, les Avengers doivent être tenus responsables. Mais de quelle manière? Dans Brave New World, la même question se pose à nouveau. À première vue, Samuel Stern, le méchant qui nous est présenté comme principal, paraît assez fade, prévisible et pas très convaincant. Et je vous dirais que oui, c'est un peu le cas. Mais en réalité, l'intrigue de fond a été mieux pensée qu'elle n'a été réalisée. Et pour le comprendre, petit retour en 2008. Dans l'incroyable Hulk, Samuel Stern est Mr. Blue, un pseudonyme qu'il utilise pour communiquer avec Bruce Banner et tenter de l'aider à se débarrasser de Hulk. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il active son contrôle mental, la musique qu'il passe est Mr. Blue de The Fleetwood. Il est proche de réussir jusqu'à ce que le colonel Ross découvre ses expériences et capture Banner. Et là, tout dérape. Ross laisse Emil Blonsky avec Stearns, et Blonsky, obsédé par le pouvoir, exige de devenir un Hulk à son tour. Stern alors obéit, mais au lieu de transformer le super soldat en Hulk, il crée l'abomination qui ravage Harlem. Pendant l'accident, Stern est blessé et après avoir été exposé au sang de Hulk, son crâne commence à muter. Dans Brave New World, on apprend que Ross a fait porter à Stern l'entière responsabilité de l'incident. Sans procès ni défense, il est enfermé dans une base militaire secrète depuis. Mais Ross ne l'abandonne pas complètement. Non, il l'utilise. Il lui promet qu'il retrouvera sa vie d'avant, mais qu'en échange, il doit continuer à travailler pour lui. Sauf qu'il continuera ses expériences en le transformant progressivement jusqu'à en faire un monstre gamma, une version live-action du leader des comics. Il obtient alors une intelligence surhumaine, une peau verte et difforme, et devient un manipulateur hors pair. Désormais, Samuel Stern devient le cerveau personnel de Ross. Il le guide à chaque étape de sa carrière, l'aide à gravir les échelons jusqu'à devenir président des États-Unis. On apprend aussi que c'est lui qui a sauvé Ross, dont le cœur était incurable. Mais Ross n'a jamais tenu sa promesse et a laissé Stern croupir en prison. C'est cette trahison qui déclenche sa vengeance. Une vengeance qu'il prépare depuis des années, avec les pilules de Ross, et la programmation de nombreux soldats à la manipulation mentale. Et quand on prend du recul, on peut imaginer que beaucoup de décisions politiques du MCU, notamment les accords de Sokovie, ont peut-être été influencés par Stern dans l'ombre. Voilà ce que le film nous montre concrètement en surface. Mais plongeons plus en profondeur. Samuel Stern est extrêmement intelligent, à un tel niveau que cela en devient presque un super pouvoir. Mais la super intelligence n'est pas souvent très bien traitée dans les films et séries. Trop souvent, elle est assimilée à de la presque magie. Prenons Sage dans The Boys. Elle prétend avoir tout prévu, même les événements les plus chaotiques. Et à ce niveau-là, ce n'est plus de l'intelligence, c'est carrément de la prémonition. Stern, lui, fonctionne différemment. Il nous explique qu'il n'écrit que des probabilités, qu'il analyse les variables et anticipe les scénarios possibles. Mais surtout, on le voit échouer, s'adapter, revoir ses plans en permanence, jusqu'à les mener à leur accomplissement. Et cette approche est bien plus réaliste et intéressante. Mais alors, quel est réellement son plan et pourquoi cherche-t-il à se venger?
Stern répète plusieurs fois dans le film qu'il veut détruire l'héritage de Ross. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Brave New World met en parallèle ces deux personnages. Tous les deux ont été aveuglés par leurs ambitions lors des événements de l'incroyable Hulk, et tous les deux ont beaucoup perdu ce jour-là. Ross a perdu sa fille Betty, qui refuse désormais de lui parler après qu'il ait envoyé l'armée américaine contre Bruce Banner, puisqu'elle ne peut pas lui pardonner d'avoir perdu son fiancé ce jour-là. Et Stern, lui, a absolument tout perdu. Son apparence, sa liberté, son avenir. Il a été défiguré, enfermé dans un laboratoire, exploité pour développer des armes, des stratégies et servir les ambitions de Ross. Mais plus que tout, c'est grâce à lui que Ross a survécu et a gravi les échelons jusqu'à devenir président des États-Unis, espérant que ce statut lui permette de retrouver l'estime de sa fille. Et c'est ça l'héritage de Ross. Tout ce qu'il a accompli depuis l'incroyable Hulk grâce à Stern. Mais en ne respectant pas sa part du marché, Ross a commis une grave erreur. Stern ne cherche pas seulement à se venger, il veut révéler au monde entier que Ross est toujours le monstre qu'il a toujours été. Et pour ça, il a empoisonné Ross au gamma pendant des années grâce à des pilules pour le cœur, le préparant progressivement à son destin. Il ne veut pas déclencher une guerre mondiale, gouverner le monde, ou simplement dénoncer Ross. Non, il veut le forcer à exposer le monstre qui est en lui. Et si c'est au milieu d'un conflit armé, c'est encore mieux. Parce que Red Hulk n'est pas seulement une transformation physique, c'est la représentation de tout ce que Ross cherche à cacher. Le mensonge, la manipulation, mais surtout une colère incontrôlée qui menace d'exploser à tout moment. Ross est prêt à tout pour dissimuler ce qu'il est, quitte à déclencher une guerre contre le Japon pour ne pas assumer ses actes. Mais alors qu'il pense avoir évité le pire et prouvé aux Japonais que tout ça n'était qu'une manipulation externe de déstabilisation, Stern s'adapte encore une fois. Il change de stratégie et décide de se rendre lui-même à Sam, en révélant publiquement toute la vérité dans un seul but, forcer Ross à se trahir lui-même, le pousser dans ses retranchements et faire émerger Red Hulk devant le monde entier. Stern ne cherche ni le chaos ni le pouvoir. Il ne tente même pas de s'évader. Il sait que sa vie normale est finie depuis longtemps. Il n'est qu'un homme brisé, utilisé par un puissant, qui exige justice en effaçant ce pourquoi il a été manipulé. Et c'est là la vraie force de ce film. Le méchant n'est ni Stern, ni Red Hulk, le véritable antagoniste, c'est tout simplement Thaddeus Ross. Parce qu'il incarne le mensonge, la manipulation, et surtout le système et les institutions corrompues qui écrasent ceux qu'ils exploitent avant de les sacrifier. Mais tout ce beau message est finalement, encore une fois, gâché par Sam, qui, à la fin du film, voit encore le bon en Ross, alors qu'il s'agit en réalité de pitié. Mais tout ça nous a tout de même mené à une des scènes les plus cool du film, le Red Hulk. Même si on sent une légère amélioration par rapport au dernier projet Marvel, les effets spéciaux ne sont toujours pas incroyables. Sauf sur Red Hulk. Et là, c'est impeccable. Ils ont clairement mis les moyens en confiant le boulot au meilleur studio de VFX du monde, Weta. Et franchement, ça se voit. J'ai personnellement beaucoup aimé toute cette partie. Même si je comprends les fans du Colosse Rouge qui trouvent que le personnage est clairement sous-exploité. Et c'est vrai. Je ne sais pas quels sont les plans de Marvel pour lui, mais choisir Harrison Ford, qui n'est clairement pas au mieux de sa forme pour incarner un personnage qu'on aimerait voir sur le long terme, c'est discutable. Mais j'ai quand même le sentiment que Ross n'a pas eu le temps de se découvrir. Il ne maîtrise pas encore son nouveau corps, et il pourrait bien nous en montrer bien plus à l'avenir. Et je pense qu'ils auraient pu le tuer. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Je pense donc qu'il aura un avenir et peut-être même un arc de rédemption. Parce qu'au final, il n'a tué personne. Et il a fait bien moins de dégâts que Hulk. Et il pourrait bien se révéler utile à l'avenir. Car on vous connaît Marvel, on sait comment vous fonctionnez. Mais forcément, pour faire face au seul Sam Wilson, il fallait le nerf un peu. Parce que dans les comics, la puissance de Red Hulk est monstrueuse. Il peut absorber toute forme d'énergie et la transformer en puissance brute. Mais surtout, il ne crée pas une autre personnalité comme Hulk. Il est normalement en totale capacité de ses moyens. Et donc juste ce bon vieux Ross en massif. Mais pour en savoir plus, je vous laisse voir ma vidéo sur les Hulk. Bref, pas grand chose à dire, à part que c'était court, et qu'on savait tous que Sam ne pouvait pas le vaincre. Donc forcément, ça allait se finir en mode « pense à ta fille, gna 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 ». Bref. De toute façon, Harrison Ford a passé littéralement tout le film à chialer, ça ne pouvait pas se finir autrement. Allez, on passe au dessert. La fin expliquée. Tout comme le début, la fin doit boucler pas mal de choses. Parce que Brave New World, comme beaucoup d'autres avant lui, est un énième film de transition. Il doit faire circuler les éléments narratifs, préparer le terrain, pour laisser les films sérieux enfin raconter de vraies choses intéressantes. Oui, Sam Wilson devient officiellement le leader des Avengers et intègre son Falcon à l'équipe. Seulement, les Avengers sont déjà formés depuis un moment.
par Wong, Carol Danvers, Bruce Banner ou encore Shang-Chi. Sans oublier que d'autres anti-héros, les Thunderbolts, vont bientôt créer leur propre Dark Avengers. Alors, on verra bien comment ça s'agence. Ce qui est sûr, c'est que Sam et son Falcon sont maintenant à court de matos. Et sans matos, ce sont juste deux bons potes qui aiment la bagarre et chanter dans les limousines. Le Raft fait aussi son grand retour dans le MCU. Pour rappel, c'est la prison ultra sécurisée dédiée aux personnages amplifiés et dangereuses. Celle où Ross enfermait tous ceux qui refusaient de signer les accords de Sokovie. Désormais, Ross et Stern y sont enfermés à leur tour. On y retrouve aussi Betty Ross, complètement shootée au Xanax, qui vient rendre visite à son papounet. Un détail qui semble tout faire pour le rendre le plus sympathique possible. Signe évident qu'ils vont le faire revenir. Et enfin, on arrive à la scène post-crédit entre Sam Wilson et Samuel Stern. Alors oui, les deux scènes se déroulent au même endroit, mais pas au même moment, puisque Sam n'a plus son attel. Sam, plutôt satisfait, lui glisse qu'il a gagné son pari. Il a survécu contre Red Hulk. Mais c'est surtout ce que dit ensuite Stern qui fait monter la hype. Il explique à Captain qu'il a vu dans ses probabilités qu'il existe forcément d'autres mondes, et d'autres héros comme lui, qui défendent eux aussi leur réalité, et que ces mondes vont inévitablement finir par s'affronter. C'est là que Stern tease enfin la fin du multivers. Mais attention, une fin totalement différente de celle annoncée par Kang. Kang parlait d'une guerre multiverselle, dirigée par des milliers de ses variants. Stern, lui, annonce que des héros du multivers vont défendre leur monde les uns contre les autres. Il parle ici des incursions. On en a souvent parlé sur cette chaîne, mais petit reminder. Une incursion, c'est quand deux terres entrent en collision, menant soit à la destruction d'un univers, soit des deux univers. Mais si nous n'avons encore jamais vu concrètement deux terres entrer en collision dans le MCU, comment Stern peut-il être certain que ça va arriver bientôt? Tout simplement parce qu'en travaillant avec Ross, il avait accès à toutes les informations confidentielles. On l'a vu tout au long du film, il était capable d'activer des agents secrets, des militaires ou des agents du FBI, puisqu'il avait accès aux dossiers médicaux de toutes ces personnes. Donc, il sait beaucoup de choses, notamment ce qui s'est passé à New York dans No Way Home, ou encore ce qui s'est passé dans Multiverse of Madness avec l'attaque d'un monstre multiversel et la disparition de Doctor Strange. Il sait également probablement ce qui s'est produit dans The Marvels avec la faille dans le multivers. Autant d'éléments qui lui permettent d'anticiper la suite et d'en conclure que les mondes parallèles vont bientôt entrer en collision, menant aux événements de Avengers Doomsday et Secret Wars. Et je vous le rappelle, Doomsday sort dans moins d'1 an et demi. La fin est proche, les amis. Allez, on conclut. Mon avis sur le film. En allant au cinéma, je savais exactement ce que j'allais voir. Ni le meilleur, ni le pire des films du MCU. Un film relativement mid. Tout comme Steve et Sam, ce film va forcément souffrir de la comparaison avec ses prédécesseurs. Mais ce n'est tout simplement plus le même personnage. Donc en soi, c'est normal. Il s'agit d'un enchaînement de scènes plus ou moins sympas, avec un lien assez faible. Honnêtement, il aurait très bien pu être une saison 2 de Falcon and the Winter Soldier. Parce que globalement, comme Captain America, il manque de punch. Il se veut politique, mais on ne ressent jamais vraiment les enjeux à grande échelle. Les personnages sont globalement peu charismatiques, et même Harrison Ford fatigué arrive à faire mieux qu'Anthony Mackie. Oui, Sam est cool, gentil, courageux, mais qu'apporte-t-il vraiment en tant que Captain America? Selon moi, pas grand-chose. Il n'a eu aucune évolution réelle à travers ce film. Et quand dans Avengers Age of Ultron, il disait que les Avengers c'est un autre monde, celui de Steve, je pense qu'il avait raison. Chaque Avengers avait une personnalité très forte, qui lui permettait de surmonter n'importe quel défi. Les Avengers n'ont jamais été une équipe harmonieuse, mais une somme de caractères capable de répondre à des situations dramatiques. Et ce Sam en manque clairement de caractère. Alors, il a ses convictions, il est héroïque, il est un bon soldat, mais il va être clairement dépassé. Même comme on l'a dit, Bucky est obligé d'apparaître pour lui dire « Mais si, t'es le bon, t'es pas le plus costaud, mais c'est pas grave. » Si en fait. Parce que personne ne voulait Steve à la guerre avant qu'il ne reçoive le sérum. Et Sam, c'est un super Falcon avec un bouclier, mais est-ce que c'est suffisant pour être le leader des Avengers? Selon moi, non. Parce que même Tony, qui n'avait pas non plus de pouvoir, apportait une âme aux Avengers. Bon, et de l'argent aussi. Beaucoup d'argent. Mais c'est autre chose. Alors la question que je me pose moi, c'est qu'est-ce que ce Sam va apporter à cette équipe? Lui qui, dans ce film, n'a quasiment montré aucun leadership. Même Falcon ne l'écoute pas, et il se blesse bêtement. Oui, il va de danger en danger, mais il semble survivre presque par chance. Et franchement, moi ça me pose problème. On sent aussi que le film a été retouché et rafistolé de nombreuses fois. Beaucoup de plans de bande-annonce n'apparaissent même pas dans le film. Comme par exemple la scène des funérailles. On ne saura jamais vraiment qui était censé mourir, même s'il y a de grandes chances que ce soit la fin originale du film avec la mort de Ross, puisque des photos du tournage avaient montré Betty aux funérailles, et que Sam porte une attelle comme à la fin du film. Mais comme je vous l'ai dit, ils veulent probablement le garder finalement. Ou alors peut-être que c'était les funérailles de Steve. Parce que oui, la question de où est Steve est toujours en suspens, alors que c'était peut-être le film parfait pour en parler.
Mais bon, c'est comme ça. Concrètement, j'ai pas passé un mauvais moment au cinéma. Mais c'est clairement le genre de film qu'on peut ne pas voir sans que ça change grand chose pour la suite. Comme un Black Widow par exemple. Et moi je me dis, vivement la suite. Bon, merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le lien en description et en premier commentaire, NordVPN vous offre 4 mois supplémentaires pour tout abonnement de 2 ans, ce qui revient à 3 € par mois, bien moins cher que Amazon. À vous tous les derniers films et surtout vous soutenez la chaîne. C'est pas beau ça? Si jamais vous n'avez pas vu l'une de mes dernières vidéos sur Hollywood, foncez, ça peut expliquer les quelques faiblesses de ce film. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!